bonjour aux téléspectateurs d'À Contretemps, de notre émission, que nous rencontrons chaque semaine avec plaisir, avec délectation, devrais-je dire, n'est-ce pas, Daniel? Absolument, c'est un très grand plaisir. Et pour commencer, il y a beaucoup de choses à dire cette semaine, mais en fait, j'en ai retenu qu'une. On avait parlé du Conseil citoyen des jeunes pour lesquels il y avait un appel à candidature qui se clôturait le 30 septembre. Il y a 18 postes à pourvoir. Il y a eu 112 candidatures. Et donc, je rappelle que ce Conseil des jeunes est composé de 22 membres. Il y en a 4 qui sont choisis par le président du Conseil exécutif, 9 hommes, 9 femmes qui seront tirés au sort par un huissier et qui vont donc donner des avis sur les politiques publiques de la CTM et faire des propositions et même faire des projets. Et je note qu'ils ont un financement, il y a un budget pour eux. Donc je pense que c'est une initiative à saluer absolument. Ouais, espérons qu'on les écoutera. Ben, écoutez, c'est déjà ça. On les entendra. Déjà oui, le point n'a pas été fait. Serge, cette semaine? Ça va mieux. Et puisqu'on est sur les jeunes, j'ai rencontré des collégiens du côté du Marin qui ont travaillé sur le livre Ubuntu d'Emmanuel de Rênal et qui ont fait un travail remarquable. Et sur Timilat également, non? Un petit peu, mais c'est surtout sur Ubuntu. Et ils ont fait des arts plastiques, ils ont fait du commentaire de texte. Et Emmanuel et moi, on a été interviewés par ces enfants. C'était dans le cadre de l'école? Dans le cadre du collège, à l'intérieur du collège. Préparé par les enseignants? Préparé par les 2 enseignants qui les ont encadrés. Nos enfants sont riches. Donc ils jouent le jeu, les enseignants? Les enseignants jouent le jeu et les enfants sont riches, je répète. Peut-être qu'on va arriver comme ça à la tolérance, à l'acceptation de la diversité antillaise. Et pour eux, j'ai posé la question, pour eux, il y avait 2 Martiniquais devant eux, point. Magnifique. Voilà. Christian Boutin, Vegan Jazz. Eh bien, c'est l'occasion pour moi de remercier nos jeunes également, parce que nous encadrons un petit peu cette initiative, mais elle est organisée aujourd'hui par des jeunes qui font les plateaux, qui gèrent la technique, qui gèrent toute la logistique et la communication. Donc nous avons eu un très bon festival, nous avons fait 14 concerts, nous avons eu 73 musiciens. Donc voilà, on peut aller en statistique encore, hein, oui. Sur les techniciens, sur les opérationnels. Nous avons eu des jeunes également bénévoles. Il y a une vingtaine de bénévoles avec leurs t-shirts qui étaient avec nous et qui ont mis le doigt dans le cambouis, si je peux dire, en ce sens que tant dans la culture, dans la musique, tant dans le contact avec les artistes, tant dans l'opérationnel concernant avec le public. Voilà, tout à fait. Donc, nous avons eu un très, très bon festival. Alors, si tu permets, là, effectivement, j'ai mis mon t-shirt. Big vous Jazz. voyez comment il est joli. Il est très beau. Merci beaucoup. C'est l'occasion de dire à ceux qui veulent, puisque ça s'est terminé assez rapidement, puisque nous n'avions pas fait beaucoup, qu'ils peuvent éventuellement faire acte de candidature, si je puis dire, sur notre site biginjazzmartinique.com. Et commander ce t-shirt. Et commander ce t-shirt, ça nous aiderait aussi, parce que je rappelle que nous sommes une association qui organise un festival culturel. Nous ne sommes pas une institution, donc nous n'avons pas forcément l'équilibre économique qu'on peut imaginer. Mais c'est avant tout la passion qui nous motive, quoi. Avec l'aide quand même de la collectivité. Absolument. On aurait du comité martiniquais du tourisme. Absolument. Et puis quelques partenaires privés, comme privés. Groupama, je me permets de citer, comme JM également, Corsair qui nous a aidés, Champflore aussi. Hein, donc on a quelques partenaires privés qui viennent de plus en plus avec nous. Qui sont là chaque année. Voilà, c'est ça. Bien. Quelques informations très rapidement. D'abord, Annie Ernaux, qui un prix Nobel de littérature éminemment politique et courageux. Je ne vais pas développer parce que cela fera l'objet de sujets à une prochaine émission. Suivez mon regard. Oui, absolument, direct. Autre information, la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale a décidé la création de 3 missions d'information, l'une sur l'autonomie alimentaire, l'autre sur l'autonomie énergétique, l'autre sur l'évolution démographique et le maintien des forces vives en Outre-mer. Il y a du boulot, hein. Enfin, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a demandé par courrier à la Fédération française de football de fournir des preuves, on y revient, Daniel, de son action concernant les droits de l'homme lors de la Coupe du Monde au Qatar. Elle a détaillé les différents éléments de la mission sur lesquels va se consacrer la mission d'audit, va se consacrer l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche,
après avoir reçu, comment il s'appelle le président de la FFF? Monsieur Noël Le Great. Le Great, oui. Et sa directrice générale. Souvenez-vous que SoFoot, le magazine SoFoot, avait publié un article mettant en cause la fédération et surtout son président pour des SMS adressés à caractère sexuel, c'est le mot, hein, adressés à des collaborateurs, même dans le sport. 8 personnes sont mortes du choléra en Haïti. Il faut qu'on en parle, parce que c'est à côté. Et jusqu'à cette épidémie, Haïti avait passé 1 an sans un seul cas de choléra et 3 ans sans décès. Et ça reprend. C'est à cause des gangs, à cause du blocage de la fourniture de carburant, blocage donc de systèmes d'alimentation en eau des hôpitaux, manque d'hygiène, etc. Des hôpitaux ont fermé, ils ont réduit leur activité. Et vous vous souvenez que ce choléra avait été imputé en 2004 à l'arrivée de forces de l'ONU, forces de paix, qui avaient séjourné au Népal, où cette maladie est endémique et elle ne bouge pas. En tous les cas, 800 000 Haïtiens à cette époque ont été tués et 10 000 personnes touchées par le choléra. À Pagé, hein. C'est terrible, hein, là, à nos côtés. Le ministre Darmanin est venu nous dire que la vente d'armes serait interdite 6 mois. Bon. Et puis il y a une armurerie seulement ici, c'est un peu amusant, enfin c'est symbolique, mais c'est bien, donc je ne vais pas persifler. Nous avons été les premiers ici à demander que des décisions soient prises, il faut en prendre, parce qu'on ne peut pas tuer ce peuple, laisser ce peuple s'entretuer comme ça. Nous avons 30 militaires supplémentaires, des radars de contrôle des côtes, ça c'est important. Les radars de contrôle des côtes pour le flux, l'allée-venue des yoles qui débarquent des produits illicites. Il faut quand même dire en passant que les radars coûteront 13 millions d'euros à l'État. 13 millions d'euros à l'État. Bon, il faut qu'on le dise. Bon. 15 enquêteurs supplémentaires. Il est prévu une visite à Sainte-Lucie avec M. Letchimy pour établir une coopération judiciaire. La douane va bénéficier d'un nouvel hélicoptère et puis du matériel sérieux d'écoute téléphonique, surtout pour les enquêtes portant sur le trafic de drogue. Et surtout un scanner mobile sur le port pour scanner un petit peu tout ce qui part, parce que de temps en temps, vous avez suivi les informations, on retrouve au Havre et autres des tonnages de produits. Un petit jingle pour qu'on passe vraiment, que je vous passe la parole pour les actualités. On va demander à Serge de nous donner un éclairage sur la feuille de route de Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, qui a été auditionné par la Commission des lois. Il a profité pour rappeler les 2 feuilles de route dont il est saisi. Il appelle tout ça le package renouveau des Outre-mer. Vas-y. Feuille de route. Feuille de route. Oui. Alors, c'est un document physique ou virtuel, une feuille de route, c'est un document physique ou virtuel qui détaille toutes les tâches à réaliser afin de tracer un plan clair qui permet d'atteindre les objectifs fixés. Et Jean-François Carenco, le ministre des Outre-mer, en a 2. Je parle des feuilles de route, hein, oui, évidemment, bien sûr, pour le renouveau des Outre-mer. Si j'ai bien compris, l'objectif fixé, c'est le renouveau des Outre-mer. Ouais. Et c'est prévu, tenez-vous bien, en 6 mois de travail. Ouais. Avant une série de commissions de travail, le temps n'est pas précisé, et il s'agira de définir si les méthodes, les lois, les décrets, les procédures sont adaptées à ce que le président a décrit. Responsabilisation, différenciation. C'est depuis 2017 ou 2018 qu'il en parle, notre président. Et au bout, alors tout au bout, je ne sais pas dans combien de temps, si on doit modifier les lois, les articles 73, 74, si c'est nécessaire ou indispensable, on le fera. Alors, dans le détail, j'avoue que je n'ai pas compris tout ce qui est nouveau, mais c'est moi encore. Hein. Il parle de la création de valeur et le développement des entreprises, suivi d'une phrase que je trouve assez extraordinaire, comme dirait mon prof de philo, c'est-à-dire qui fait peur, qui sort de l'ordinaire, donc ça fait peur par définition. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'avenir économique pour l'ensemble des jeunes de l'archipel France. Bon, je ne m'arrête pas sur l'archipel, mais si un homme politique un jour dit le contraire,
Vous m'appelez, Ouais. vous me signalez. Bon. On explique la contradiction. Oui, c'est ça. Monsieur Karenko insiste, il faut l'avouer, sur la culture, l'histoire, l'insertion, le rayonnement international de l'outre-mer dans son environnement géographique. Il serait prêt à modifier les normes françaises et européennes. Encore qu'il y a à discuter là, mais enfin, normes. Il en a encore parlé à propos du logement, de la sécurité, des carburants. Est-ce que c'est une façon indirecte de répondre à l'appel de Fort-de-France ou voudrait-il être le premier à apporter une réponse sérieuse à des problèmes connus depuis des lustres? J'avoue que j'hésite, je ne connais pas le monsieur. Mais je dois reconnaître qu'il a des explications pour tout. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses pour un ministre. Donc, ces feuilles de route ressemblent, à mon sens, comme des petites sœurs aux précédentes. Ah oui, j'oubliais. Il a fustigé, alors ça c'est intéressant, sans avoir l'air, mais de façon complètement indirecte, toute l'outre-mer, en rappelant que les collectivités, hormis la Réunion, n'avaient pas encore signé leur programmation pluriannuelle de l'énergie. On dit PPE, qui vient suite à la loi sur l'énergie, enfin la fameuse loi verte, etc. Ensuite, il a repoussé les Guadeloupéens dans les cordes, pour prendre une expression sportive, en leur disant, à propos du problème de l'eau, vous disposez de fonds européens, et l'État a encore de l'argent en crédit de paiement, vous avez un syndicat mixte, tout juste, il n'a pas dit qu'à autres café. Mais c'était tout juste. Hein. Mon sentiment, si je peux donner mon sentiment, c'est que je vous ai entendu, je connais les problèmes, et nous verrons à la Saint-Glinglin, en fonction des efforts que vous aurez faits. En somme, soyez sérieux, nous avons résisté à la Convention. Nous, les gouvernements successifs, nous avons résisté à la Convention du Morne Rouge, à la déclaration de Basse-Terre. Ce n'est pas l'appel de Fort-de-France qui va nous inquiéter. C'est ce que le président a décrit qui me semble à moi être la vraie feuille de route. La responsabilisation et la différenciation passeront par Emmanuel Macron ou ne seront pas. C'est une question, elle est posée. Mais si c'est essentiel. Et si on y parvient, ça sera déjà pas mal. Après, il faudra ensuite voir les dérivés de ce principe. Responsabilisation, différenciation, voilà. C'est tout ce qu'on demande. Okay. Nous l'avons déjà expliqué ici, quitte à faire 11 articles de loi. On va revenir à chaque fois dessus, puisqu'ils le disent, et c'est ce que nos élus demandent, et nous y souscrivons totalement. L'Observatoire des prix, des marges et des revenus, l'OPMR, s'est réuni le lundi 19 septembre, enfin peu importe la date, pour déterminer la liste des produits du bouclier qualité-prix. Je le dis lentement pour qu'on retienne ces concepts, ces notions. Bouclier élargi, tel que quand notre ministre délégué le suggère. Oui. Daniel ? Oui, alors peut-être qu'on ne s'en souvient pas, mais je pense qu'il est utile de rappeler que le bouclier qualité-prix a été instauré par Victorin Lurel quand il était ministre des départements d'outre-mer, donc en 2012. Et que normalement, donc, ce bouclier qui contient les produits concernant l'alimentation, l'entretien et l'hygiène sont destinés à garantir en quelque sorte qu'un certain nombre de produits auront un prix qui sera un prix acceptable. Et chaque année, l'État et les différents partenaires, producteurs, importateurs, distributeurs, etc., se réunissent pour pouvoir établir la liste de ces produits et le montant correspondant. En général, ça se fait au mois de mai. Et cette année, effectivement, au mois de mai 2022, il y a eu ce bouclier qualité-prix. Ça concernait 101 produits pour un total de 306 €. Mais l'inflation est passée par là, la question du pouvoir d'achat. Donc, le ministre des Outre-mer a considéré qu'il fallait un peu élargir la question, et c'est pour cette raison qu'on est passé de 101 à 134 produits, et notamment en intégrant davantage de produits locaux. Et il y a un certain nombre de produits, une cinquantaine à peu près, qui sont destinés également aux supérettes, de façon à ce qu'il y ait une plus grande palette de produits, un élargissement pour pouvoir faire face à pour pouvoir faciliter améliorer le pouvoir d'achat pour tenir compte de l'inflation. Alors je pense qu'il faut aussi ajouter à ce qui est prévu le fait que la collectivité de Martinique travaille dessus sur une liste aussi de 1000 produits sur lesquels, de première nécessité, sur lesquels il y aura un effort, notamment concernant l'octroi de mer,
pour pouvoir faire en sorte de baisser les prix. Et donc c'est pour cette raison que la question de l'octroi de mer est un peu revenue sur le tapis, sachant quand même que l'octroi de mer, en fait, quand on voit, ça ne pèse pas lourd quand on voit sur le prix final. Et on s'est aussi posé cette question de l'octroi de mer à propos, et plus exactement du ciblage, lorsque il y a eu l'annonce par CMA-CGM de l'octroi d'une diminution de 750 € par container. Et là, on s'oriente vers le fait de cibler sur les containers qui ont des produits de première nécessité. Et enfin, pour être complet sur le sujet, il me semble qu'il ne faut pas oublier, on a déjà eu l'occasion de le dire, les aides qui sont données par les CCAS et par la CAF, et signaler une initiative de Cap Nord qui s'est associée avec la CAF pour mettre en place un dispositif qui s'appelle Réduc Pays, et qui est à la fois en direction des consommateurs et des commerçants locaux, c'est-à-dire que chaque habitant du Nord pourra bénéficier d'un bon d'achat de 25 € à consommer chez un commerçant du Nord. Donc, moi, je crois qu'il y a une convergence des différentes collectivités et institutions et administrations pour essayer de faire en sorte que le consommateur qui a le plus faible revenu soit le moins affecté possible, sachant quand même qu'il y a les questions de l'énergie et donc il y a le gaz, l'essence, l'électricité, mais là aussi il y a des dispositifs, par exemple l'électricité, on a maintenu un dispositif qui limite l'augmentation de l'électricité, donc en principe les plus nécessiteux devraient pouvoir être un peu armés pour souffrir le moins de cette inflation qui touche tout le monde. Une petite précision pour être totalement complet. Comment savoir, quand on entre dans une grande surface, les produits qui bénéficient de cet avantage Alors, ils ont une affiche qui est avec la mention BQP, pour bouclier qualité-prix. Oui. Mais il y a certains consommateurs qui se plaignent, soit que ce soit dispersé et qu'on ait du mal à les repérer, soit que ce soit qu'ils soient concentrés dans une partie peu visible du magasin. Donc il y a peut-être aussi un effort à faire à ce niveau-là pour que ce soit plus visible. Très bien. Tout en bas. Je crois qu'on a tout dit. On va parler de sujets de société, mais il faut naturellement un petit jingle avant. Alors, ce genre de sujet-là, normalement, je les donne à Serge pour le boulmadé, comme disent les jeunes. Mais cette fois-là, je dis que c'est à Christian que je vais lui donner. Ce sujet, c'est très sérieux. C'est le magazine d'études sociales, se faire de nouveaux amis. Alors, pilier du bien-être, l'amitié contribue à l'épanouissement personnel. Je te lance. Le lien intime et fort qu'entretiennent les amis permet de booster la confiance en soi, la joie de vivre et l'équilibre personnel. Le soutien, l'écoute, la loyauté qu'apportent les amis sont indispensables lorsqu'on a un coup dur. Si vous allez aux anniversaires de Christian, vous allez comprendre. C'est pour ça que je lui ai donné le sujet. Ce que c'est que l'amitié avec des gens de toute origine, de tout lieu, de toute provenance, des musiciens et tout. L'amitié. Développer, maestro. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, quand Gérard m'a donné ce sujet, je me suis senti perdu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut que je dise? Ça fait longtemps que je ne fais plus de philosophie, enfin au sens scolaire du terme. Mais enfin, je suis sensible à l'humanité, à l'humanisme, au lien social. Alors c'est comme ça que j'ai essayé de considérer Absolument. La chose. Il est vrai que le mode de vie qui nous est imposé depuis le Covid a changé nos vies complètement. Quand on regarde bien, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus danser. Et on a eu le réflexe aussi de se protéger. Oui. Vous savez, quand il y a eu le summum du Covid, là, on ne voulait même pas je ne veux pas que tu viennes chez moi. Oui. Et en plus, après, tu es vacciné, je ne suis pas vacciné. Tu as eu le Covid, je n'ai pas le Covid. Enfin, je veux dire, il y a une panique sociale qui s'est installée et qui, effectivement, ça a fragilisé ce dont tu parles, c'est-à-dire le lien social. Alors, bien évidemment, chez les personnes âgées, ça a été catastrophique. Dans les EHPAD, on a vu comment les gens étaient isolés, sans pouvoir rencontrer leur famille et tout.
Effectivement, il faut réfléchir sur ça, sur ce lien social, parce que le lien social, c'est essentiel. Alors, évidemment, dans son cursus tout jeune, on est à l'école, on se fait des camarades. Après, on va faire du sport, on se fait d'autres camarades. Après, on participe à la vie associative. Oui. Tout ça, si vous voulez, et on verra que les infrastructures sont déterminantes aussi dans la capacité de favoriser le lien social. Mais il y a aujourd'hui des gens qui disent que plus on est occidentalisé, plus on perd notre identité sociale. Ouais. C'est peut-être vrai. Il y en a d'autres qui te diront aussi qu'il faut cultiver le lien social. Il faut favoriser des situations qui permettent la proximité, qui permettent d'échanger, qui permettent des sentiments. Alors aujourd'hui, nous voyons que cette pratique sociale, c'est vraiment très important. Il faut trouver des partages d'intérêts. On voit aussi qu'au midi de sa vie, on va chercher à être dans des associations ou encore dans des cercles philosophiques ou pourquoi pas dans des milieux religieux. Vous savez, ça pullule ici et beaucoup de gens en détresse se réfugient dans ces environnements religieux. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que notre humanité doit perdurer. Et elle doit perdurer par les vertus. Et les vertus doivent nous permettre de favoriser ce lien social, cette mixité sociale. Et pour en terminer, je dirais encore une fois que les infrastructures sont nécessaires parce que plus les municipalités mettent en place des équipements, plus elles ont des initiatives visant à rassembler, à faire échanger les gens, plus elles veulent garantir que cette pratique collective favorise l'amitié qui soit répartie entre les hommes. Donne-nous deux mots sur je vais appeler ça le conteneur musical du Robert. Ah ben ouais, on en a parlé. Merci beaucoup de me lancer dessus. Alors voilà, moi je salue la municipalité du Robert qui, avec un ami qui s'appelle André Clédor, a mis en place un conteneur dans lequel il y a un équipement studio. Voilà. Et je dois dire aux Martiniquais, à tous ceux qui nous écoutent, que si un groupe comme La Perfecta perdure, c'est grâce à cela. Parce que c'est là qu'ils répètent. Mais non seulement La Perfecta répète là, alors c'est un équipement total, avec des micros, avec des instruments, batteries, sonos et tout. Et c'est à la disposition des Robertains et à tous ceux qui veulent faire de la musique. Donc, je répète là, d'ailleurs, avec mon groupe le vendredi après-midi. Je pense que ça aussi, dans le prolongement du propos que je développais tout à l'heure sur la proximité sociale, ça aussi, ça favorise ces liens sociaux qui sont essentiels à notre humanité. Oui, je pense qu'on peut aussi profiter pour parler d'Octobre Bleu et Octobre Rose. Très bien. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour les seniors, avec des sorties, des rencontres autour du sport, de la musique. Et puis, Octobre Rose, il y a eu la course et il y a une manifestation bientôt. Donc, ce sont aussi des occasions pour des personnes transgénérationnelles de se rencontrer et de renforcer ce lien social dont tu parlais. Je vais vous lire une citation. L'écart de sympathie, c'est une notion, un concept. Nous avons tendance à sous-estimer l'estime des autres. Lorsque des étrangers interagissent, ils sont généralement plus appréciés par l'autre personne qu'ils ne le pensent, a déclaré un psychologue. La prophétie de l'acceptation. Lorsque les gens supposent que les autres les apprécient, ils sont dans un milieu où ils sont appréciés, ils ont tendance à devenir plus chaleureux et plus amicaux. Tout à fait. La théorie de l'attraction inférée, parce que tout est étudié maintenant. Les gens ont tendance à aimer les personnes dont ils pensent qu'elles les aiment. Donc, plus vous pouvez montrer aux gens que vous les appréciez et les valoriser, mieux c'est. Oui. C'est ça. Est-ce que je peux... Tu peux. J'ajoute que les Indiens, quand ils se rencontrent pour se saluer, ils disent « Namasté ». Et namasté, ça veut dire « je te salue, toi qui es une autre version de moi-même Ouais. ». Donc si on considérait que chaque personne qu'on rencontre est une autre version de nous-mêmes, on aurait certainement un autre comportement. Les chrétiens disent « nous sommes tous le corps du Christ ». C'est un peu toute la philosophie. Amen. Ouais. En tous les cas, maintenant, on va donner la parole à Serge. Je comprends pourquoi je suis content de te rencontrer. Ok, pas Christian, pas moi. Non, je parlais de Daniel. Non, je suis content de rencontrer elle. Vous aussi, mais bon. Mais c'est pas la même chose. Bah, attends, je vais me venger. Attendez. Signalement, irresponsabilité pénale, tout comprendre de la nouvelle loi de protection des lanceurs d'alerte. Serge. Voilà. Lanceur d'alerte, toujours, moi c'est une déformation professionnelle, toujours rappeler de quoi ou de qui on parle. Un lanceur d'alerte, c'est une personne ou une institution, un groupe qui a connaissance d'un danger, d'un risque,
d'un scandale et qui adresse un signal d'alarme en espérant enclencher un processus pour réguler ça, pour une mobilisation collective. Voilà. Oui. Globalement, c'est ça. Et les lanceurs, contrairement à ce qu'on pense, les lanceurs d'alerte existent depuis au moins le XVIe siècle. J'ai fait des recherches. L'un des premiers, j'oublie son nom, il avait dénoncé un peu Calvin, pour ceux qui connaissent la Réforme, l'Église protestante, etc., etc. C'est dès le XVIe siècle. Alors simplement, on en parle davantage parce qu'il y a eu des célébrités comme Edward Snowden ou Julian Assange. Alors, à contre-temps, nous en parlons, car depuis le 1er septembre 2022, la loi Wasserman, je pense que je ne sais pas comment ça se prononce, offre de meilleures protections aux lanceurs d'alerte qui s'exposent en dénonçant. Évidemment, quand vous dénoncez, il faut le rappeler, vous vous exposez à la justice. On peut être accusé de vol de documents, par exemple, ou à des menaces de mort. Il y a quelqu'un qui vient ici qui en sait quelque chose. Depuis la loi Sapin de 2016, pourtant, il y avait un statut du lanceur d'alerte. Ça existait déjà, mais cette nouvelle loi permet d'aller un peu plus loin. Alors, pour expliquer, avant, pour lancer une alerte, il fallait respecter un processus en 3 étapes. Oui. Alors, en clair, je découvre, par exemple, par Zitata, qu'il y a un d'entre vous qui touche des pots de vin, par exemple, pour faire de la publicité cachée. Très mauvais exemple. Enfin, mais ça fait rien, c'est pour que... j'apprends ça, j'informe mon supérieur hiérarchique. Hein, c'était comme ça. Et puis j'informe, disons, ou le syndicat des journalistes, ou le tribunal administratif, je ne sais rien. Et si rien n'est fait après 3 mois, là, je passe à la divulgation publique dans les médias, les réseaux sociaux, etc. Mais la nouvelle loi me permet d'éviter le premier palier, c'est-à-dire mon supérieur hiérarchique, et d'aller directement à l'autorité externe. Ça, c'est sympa parce que ça permet d'éviter des soucis, parce que vous avez compris que Gérard Darling-Carter, dans le premier cas, pourrait me suspendre ou simplement me licencier. Je ne t'inviterai pas. Encore plus intéressant avec cette nouvelle loi, c'est qu'elle peut permettre aux lanceurs d'alerte de souffler financièrement. S'il y a des frais de justice, des frais de procès, etc., il peut souffler parce qu'il peut avoir des aides. Et puis surtout, cette loi parle d'immunité pénale complète. Oui. Notamment le reproche de vol de documents. Exactement. Imaginez dans mon exemple que j'avais photocopié des documents que j'avais eus entre les mains, de façon normale. On ne peut plus m'accuser de vol et de recel. Je dis de façon normale parce que si vous utilisez des moyens illicites, vous relevez de la loi. Donc, c'est tant que les moyens pour obtenir les informations sont licites. Donc, le censeur. Mais attention, tout n'est pas parfait. Aussi, il y en a qui, en m'écoutant, veulent jouer au lanceur d'alerte. Les personnes qui vont vous aider, par exemple, ne bénéficient pas, ipso facto, du secret de leurs sources et peuvent être l'objet de plaintes en diffamation. Et puis, un lanceur d'alerte, malgré tout, peut être licencié, et puis pas du tout sûr de garder son travail. Et ça va aller au prud'homme, et il y a déjà eu des jugements au prud'homme qui n'ont pas donné tort au patron. Donc, si vous comptez devenir lanceur d'alerte, c'est ma dernière phrase, il y a tellement de choses à dénoncer. Sur les traces d'Eddie Marajo, je dis son nom, pour remplacer Eddie Marajo, parce que c'est pas s'il sera là. Sachez qu'il existe en France la maison des lanceurs d'alerte. C'est une ONG qui pourra vous guider, vous aider, pour vous apprendre à être lanceur d'alerte et vous protéger. Alors, pour ceux que ça intéresse vraiment, c'est au 38 rue Saint-Savin, c'est dans le 11e arrondissement, c'est à environ 800 mètres de la place de la Bastille. Vous voyez, c'est un symbole révolutionnaire. Très bien. Très bien. Oui, je voudrais compléter, parce que quand tu as donné le sujet, comme d'habitude, ça nous donne des idées. Et je suis tombée sur un article qui signalait que la Cour des comptes a ouvert une plateforme dans laquelle on peut signaler. Alors, ça concerne que le public, donc ça concerne les collectivités, les administrations, toutes les organisations, comme par exemple les EPCI, les syndicats publics. Et on peut signaler des fautes de gestion, des détournements de subventions, des conflits d'intérêts. Et donc, il y a une plateforme, on va sur la plateforme et on peut signaler. Pourquoi je pense que ça complète, puisque ce que dit Serge, ça concerne le fonctionnement de la sphère privée, puisque c'est pour les salariés d'entreprise. Et là, tout citoyen, lorsqu'il est au courant
de ce qu'il y a des malversations, alors on ne peut pas s'empêcher de penser aux problèmes de l'eau, des déchets, etc., etc. Eh bien, il y a une plateforme maintenant qui est de la Cour des comptes qui est dédiée pour pouvoir signaler ce qu'on aurait pu constater, bien entendu, en renseignant cette plateforme, en donnant les éléments qui permettent de signaler, et il y a une confidentialité sur l'identité de la personne pendant toute la durée de l'enquête. Plus de tôle distribuée après la tempête, plus d'entrées, plus de sacs de Plus ciment. intéressant. Non, mais plus exactement, par exemple, les folles journées de l'eau qui étaient organisées en Guadeloupe tous les 2 ans, je veux dire, si la même chose existe, donc ça peut, ou bien, je veux dire, pour les déchets, il y a des voitures, il y a des voyages extraordinaires, ça peut faire l'objet de signalement. Voilà. En quelque sorte... Et c'est mieux qu'un coup de gueule dans une radio. Oui, mais je trouve que quelque part, ce qui est mis en place, c'est pour redonner du pouvoir aux citoyens. Et je pense qu'il faut que les citoyens s'en emparent, au lieu justement de se contenter d'affirmer des choses, mais de prendre en main justement le contrôle de ce qui se passe. Et peut-être qu'à ce moment-là, les responsables vont se sentir un peu plus obligés de respecter les normes. Les normes, on revient aux normes. Les normes et le fond. Le Canard enchaîné a consacré la semaine dernière un article à la politique pénale instaurée par le parquet de Cayenne en direction des mules. Les mules, ce sont les gens qui ingurgitent des petites boulettes de cocaïne ou bien qui se les font entrer par l'anus, je ne peux pas le dire autrement, et pour passer, et ce sont des quantités colossales. Daniel. Oui, c'est un peu. Alors, donc ce sujet, il y a des pays qu'on peut appeler les pays de cocagne tellement ils font rêver. Et s'agissant de la Guyane, on peut se demander si ce n'est pas le pays de la cocaïne. Parce que les chiffres, magnifique. Les chiffres donnent le vertige. Cocaïne. Les chiffres donnent le vertige. Le vertige, vraiment. C'est-à-dire que selon l'autorité judiciaire, il y a 13 tonnes de cocaïne qui vont de la Guyane vers l'Hexagone. Sur quelle période? Sur le mois? Non, 13 tonnes, c'est sur un an quand même. Et ça fait plus en plus, les autres fou. dans les chiffres fous. Dans les chiffres fous, au mois de juillet, on a arrêté 56 mules sur un vol. Un vol, 56 mules. Et on considère qu'il y a au minimum 30 mules par vol, sachant qu'il y a 3 vols par jour. Ça veut dire qu'il y a une centaine de mules par jour qui vont en portant de la cocaïne. Et dans le sens contraire, il y a ce qu'on appelle les porteurs de valises. Et ils reviennent avec l'argent. Et donc, on a fait une fois une fouille, on a retrouvé plusieurs valises avec 416 000 € dedans. Donc, c'est pour ça que je dis que vraiment les chiffres donnent le vertige. Le problème, c'est que l'institution judiciaire n'est absolument pas armée pour faire face à toutes ces personnes, toutes ces mules qu'on peut arrêter. Il faut ouvrir une information, il faut les juger. Et donc, il y a eu une idée, on peut se demander comment elle a pu germer, de considérer que toutes les mules qui avaient moins de 1,5 kg de cocaïne, eh bien, on ne les jugeait pas. On se contentait de leur donner un avertissement et puis de les signaler, mais on ne les envoyait pas. Il y a eu un tel tollé de la part des douaniers, de la part du Canard enchaîné, enfin plusieurs médias, mais le Canard enchaîné en a fait état, que l'expérience est arrêtée au 30 septembre. Donc on n'en parle plus. Et puis, il y a eu les assises de la sécurité en Guyane la semaine dernière, où 3 ministres, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre des Comptes publics, étaient présents. Et donc là, il y a eu des mesures, mais c'est des vraies mesures, quand même, a priori. Par exemple, sur l'aéroport, il y a 27 douaniers à l'heure actuelle, doublement, tout de suite. On les double, et il y en a 10 de plus qui vont arriver l'année prochaine. En plus, on va ajouter une équipe de maîtres de chiens à l'aéroport. Il y aura un scanner pour les bagages à l'aéroport et un scanner sur le port. Et donc, ce sont des mesures qui vont arriver. Et en plus, il y a eu des renforts, 50 policiers et gendarmes en renfort, pour pouvoir contrôler non pas un avion sur 3, ce qui était le cas maintenant, mais tous les avions en direction de la France hexagonale. Donc, a priori, on pense que toutes ces mesures vont pouvoir limiter. En fait, ce qu'il faut, et de façon plus globale, les trafiquants qui ont de cocaïne, parce que tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des trafiquants. Mais il faut qu'ils comprennent que la route
de Cayenne, c'est plus la bonne. Ils vont chercher une autre route. Mais il faut que les moyens, que ce soit les Antilles ou que ce soit la Guyane, il faut que l'État français comprenne qu'il faut qu'ils mettent tous les moyens pour que ce ne soit plus nos pays qui soient les voies de passage et les voies de transit. C'est ce que je me disais, c'est une voie de transit et ça vient d'autres pays. Ah oui, ça vient d'Amérique latine. Là, Voilà, ça vient c'est ça. Alors là, en Guyane, c'est Suriname. Hein. Ouais, c'est Suriname. En Martinique, c'est plus Colombie, Venezuela, parce que les sommes sont... Mais c'est là qu'il faut essayer de... Le poids est colossal aussi. Hein, mais je pense que peut-être enfin l'État a pris conscience de l'importance du trafic qui passait par nos territoires. Par nos territoires. Les policiers le signalent depuis longtemps. Hein. Et vraiment... et donc, comme on dit chez nous, la PACBA, donc les trafiquants, ils ont bien compris comment il n'y avait pas... Et donc, ils savaient pourquoi ne pas utiliser cette voie-là. Quand ils vont comprendre que cette voie-là, c'est plus compliqué, ils vont chercher ailleurs. Très bien. Il y a des chiffres, quand on les met ensemble. 13 tonnes estimé 13 tonnes qui voyagent, 60 € le gramme. Oui. Si vous avez le temps, essayez de faire le calcul. Oui. Vous voyez pourquoi ça continue. Ah oui, mais c'est sûr que l'argent c'est le moteur. Hein. Et 60 €, c'était en promotion. Oui, et avec une cote d'amour de préférence pour cette cocaïne qui semblerait... Même sur les réseaux sociaux, on vante les qualités de cette... C'est le dark web, absolument. Pendant que tu as la parole, parle-nous du génocide, qui est le crime des crimes. Parce qu'on sait maintenant que la justice française peut enquêter sur des crimes tels que des génocides commis, mais hors de ses frontières. Oui, c'est vrai qu'on peut se dire, parce qu'a priori, un crime qui est commis hors de France, par quelqu'un qui n'est pas français, dans un État qui n'est, comment dirais-je, une victime qui n'est pas française, pourquoi la France serait compétente. Ben, ça s'appelle la compétence universelle. Et les États sont liés entre eux par des traités qu'ils concluent. Et il y a notamment un traité fondamental qui est le statut de Rome, qui a été adopté en 1998 et que la France a ratifié en 2000, qui permet effectivement de poursuivre tous les États qui adhèrent à ce traité. Ça permet de poursuivre sur le territoire des crimes, même s'ils n'ont pas été commis sur le territoire et même si l'auteur n'est pas français. Mais il y a quand même un certain nombre de conditions. Ce n'est pas dans tous les cas. Alors c'est réservé aux crimes graves, tu as dit, génocide, crimes de guerre, barbarie, torture, agression. Mais il y a un certain nombre de conditions. D'abord, il n'y a que le parquet, le ministère public, qui a l'initiative des poursuites. On ne peut pas déclencher, on sait qu'en droit français classique, les parties civiles peuvent déclencher. Il n'y a que le ministère public. Ensuite, il faut que la personne poursuivie ait sa résidence habituelle, c'est-à-dire il ne faut pas ce soit un diplomate de passage, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit en vacances ou pour affaires, il faut qu'elle ait sa résidence habituelle en France. Et troisièmement, il faut qu'il y ait la double incrimination, c'est-à-dire que ce soit dans le pays d'origine, ce soit reconnu aussi comme un crime. Alors c'est quand même des limites un peu contraignantes. Et je pense qu'il est utile de signaler qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée en juin 2022 à l'Assemblée nationale pour justement faire en sorte que puissent être poursuivies, même les personnes qui n'ont pas leur résidence habituelle, pour pouvoir faciliter la poursuite. Et pour donner deux exemples, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, en mars 2022, la Cour d'assises de Paris a jugé un haut fonctionnaire rwandais qui s'est rendu coupable lors du génocide entre Tutsi et Hutu, qui s'est déroulé en 1994. Et il a été jugé à Paris par la Cour d'assises de Paris, condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité et de génocide. Et récemment, cette année, en 2022, un journaliste franco-irlandais, un caméraman, a été tué en Ukraine. Et le parquet antiterroriste de Paris, par l'intermédiaire de son pôle crimes contre l'humanité, a ouvert une enquête pour rechercher l'auteur du crime. Donc il y a une possibilité que les criminels ne passent pas totalement entre les mailles du filet. Mais c'est
c'est compliqué s'il n'y a pas beaucoup de dossiers, parce que ça demande une procédure particulière et puis des moyens, parce que il n'y a pas, la semaine dernière, on a parlé du parquet financier. Là, c'est une section du parquet antiterroriste qui s'occupe de ça. Et quand on voit la multiplication des actes de barbarie, de torture, on se dit qu'on a besoin peut-être d'une juridiction autonome pour enquêter sur ces crimes et avoir les moyens correspondants. Surtout que, comme pour l'Ukraine, on est en pleine guerre toujours. Oui. Et donc c'est entre deux rafales de mitraillettes et entre deux bombardements qu'on envoie des troupes pour constater notamment les enterrements de groupes. Je suppose qu'il y a un temps de prescription, parce que Alors, les Français sont un peu mal placés pour faire ce genre de choses. Je suis désolé, parce que si on Alors, se met à voir... non, ce n'est pas les Français. Oui, c'est un traité, le traité de Rome, et il y a plus de 100 pays qui ont adhéré. Ce n'est pas les Français. Non, pas les Français. Oui, je dis bien les Français. Ils devraient se dire, nous, on s'abstient. Parce qu'on n'a pas la conscience tranquille. Absolument pas. C'est trop facile. Entre ceux qu'ils ont fait en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, à Madagascar, en Algérie, en Indochine et tutti quanti, excuse-moi. Ce n'est pas une raison pour que les criminels actuels aient la part belle. Oui, mais il y en a qui sont vivants toujours. Hein. Il y en a qui sont vivants et qui sont des hommes publics dans la rue, donneurs de leçons en France. Ce sont des opinions. Non, non, je dis... Et Daniel l'a exprimé Non, je juste demandé est-ce qu'il y a prescription pour les crimes antérieurs. Non, mais de toute façon, la prescription, elle est certainement beaucoup plus... Pour les crimes contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Oui. Voilà. Alors, effectivement, on peut avoir son opinion sur le fait de la colonisation française qui a été atroce. Oui, donc il faut dire... Mais ils ne sont pas atteints de capitis diminutio, et ils ne sont pas donc parce que... Et puis, il faut progresser sur le plan des droits humains. Absolument. C'est tous les jours suffisent à peine, un jour après l'autre, et on arrive ici à établir la civilisation, quoi. C'est ça. Donc, si la France, qui est théoriquement un pays des droits de l'homme, sort de sa gangue coloniale, ou néocoloniale, je suis d'accord avec toi sur ça, mais tant mieux, parce qu'avec les relents du passé, Madagascar, Algérie, Maroc, Tunisie, Indochine, on en parle ici. Si les gens de cette génération maintenant, à la limite, l'Allemagne est arrivée à s'extraire de sa situation qui était énorme avec le nazisme, avec Hitler. Donc ça s'appelle le progrès humain, il faut laisser les gens progresser. Mon Dieu, après des choses sérieuses et puis lourdes comme ça, on va parler un petit peu de musique. Ouais, mieux. Ouais. Bon, on prend aujourd'hui un gros morceau, un maestro, je te donne la parole. Alors, merci Gérard. Gérard m'a demandé d'échanger avec vous sur un personnage qui a illustré notre histoire musicale. C'est Marius Cultier. Marius Cultier. C'est vraiment un homme, c'est une référence dans l'histoire. On sait qu'il y a Stélio, on sait qu'il y a d'autres, mais Marius Cultier a été aussi... Alors, quelques éléments. Marius est né en 1942, il est décédé en 1985. 43 ans. Ouais, tout jeune, comme Polo aussi, Polo c'était 45 ans. Marius, c'est le fils de Marius Lancry, qui est aussi le père de Nel Lancry. Donc il portait Cultier, n'a peut-être pas été reconnu par son père, mais c'était... Et Marius a vécu dans un environnement musical de sa tendre jeunesse au Terre Saint-Ville. Vous savez que c'était Terre Saint-Ville. Francisco y est passé, ça a été une pépinière. D'ailleurs, on devrait faire une maison de la musique au Terre Saint-Ville, pourquoi pas. Enfin bon, ça c'est un peu mon délire, quoi. Bon, en tout état de cause, Marius, à 14 ans, il était orphelin, perdu son père, il a perdu sa mère. Il a été élevé par sa sœur qui s'appelle Olga Félicien, à qui nous adressons un grand bonjour, parce qu'elle est toujours ici en vie, parce que mon ami Alain Cadoré m'a dit, elle est toujours là, et c'est elle qui a élevé Marius. Oui. C'est grâce à elle que nous gardons si vous voulez, ce trésor de la vie musicale de Marius. Et Marius a aussi animé le punch en musique à la radio, avec Joe Amable. Vous savez que le punch en musique... Alors Joe Amable, l'harmoniciste. Voilà. Le punch en musique, dans l'univers dans lequel on était, Serge Tali connaît ça bien, c'était toute la radio, c'était France, quoi. Ça s'appelait Radio Martinique.
Ça s'appelait Radio Martinique, mais il n'y avait pas, le créole n'était pas admis, les chansons antillaises n'étaient pas admises. C'était 12h, 12h30. Il y a eu le créneau 12h, 12h30 qui a été repris après par Georges Montout, d'ailleurs. Et Marius a présenté le penchant musique à la radio. Donc c'est la première fois que la créolité s'est exprimée à Radio Martinique. En 1975, Marius part pour le Canada. Non, pardonnez-moi, en 67. 67, il part pour le Canada. Mais avant, il avait déjà remporté un prix de composition, de musique internationale, d'interprétation. Il avait remporté un prix à Porto Rico. Il a remporté un prix avec l'œuvre de Thelonious Monk qui s'appelle Round About Midnight. Voilà, une chanson, enfin un titre qui est célèbre et qui alimente beaucoup le monde du jazz. À part, il part pour le Canada. Il reste 8 ans au Canada. Oui. Au Canada, il a une maison dans laquelle il reçoit des musiciens tous les jours. Et Miles Davis y est passé. Mongo Santa Maria y est passé. Michael Taylor, pianiste, y est passé. Donc Marius a vécu un environnement extraordinaire au Canada. C'est là qu'il a commencé à développer son improvisation. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Marius au piano dans l'œuvre Summertime. Il va nous faire quelques improvisations remarquables. Alors, en attendant, alors on a eu 2 extraits, on a vu le Summertime, le Gardez-vous de Madame, qui est une composition de Marius. Alors on voit déjà comment les compositions musicales se distinguent par rapport aux décennies précédentes. Ouais. Hein, de Stelio, on voit l'architecture musicale qui est déjà complètement différente. Et on voit aussi l'imprégnation à la fois du jazz, mais de la musique latine. Gardez-vous de Madame, comment, vous voyez, on voit bien comment Marius était déjà pénétré de cette diversité rythmique qu'il a exprimée tout au long de son itinéraire au Canada. Petit élément aussi, on voit que Marius, très souvent, il ne regardait pas le clavier, il regardait le public. Il possédait tellement le piano qu'il n'avait même pas besoin de la partition. Voilà. On va continuer toujours avec un extrait de Diamant, une composition qui porte le nom de la ville du Diamant, où il a résidé et il a effectivement exprimé son attachement à la ville du Diamant par ce que nous allons entendre actuellement.
machine là, les loulous rivés, c'est ni tête marée, tête marée, tête marée. Avant Maria pour le couteau, Maria, avant Maria. 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 Alors, tu en parlais, Marius a joué à La Grange, à Gangeau, qui est devenu après le Club Perfecta, au Lamentin. Il a joué souvent à l'Impératrice, il joue au premier étage de l'Impératrice. On se rappelle aussi du magasin qu'il avait créé à la rue Lamartine, où il vendait les pianos Baldwin. Oui. Et puis j'aimerais dire aussi qu'on oublie, mais Marius était aussi un chanteur. Oui. Ce n'était pas que pianiste, puisque tout ce qu'on entend là, Marius avait, c'est lui, c'est son compositeur, chanteur, voilà. Pianiste. Et alors on a donc entendu Dachinla, qui a été composé avec Louis Saleb d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Louis Saleb, c'est un très bon musicien martiniquais qui travaille avec Marius. Je fais un petit clin d'œil aussi à Alex Théodose et à Alex Bernard aussi, qui ont travaillé beaucoup avec Marius Scultier, et puis bien sûr avec Ralph Tamar. Parce que Ralph aussi a alimenté beaucoup de travail de Marius Scultier, et des chansons comme Mazouk Souvenir ou bien Ni tellement longtemps, qui sont des morceaux phares de Marius. Ralph a contribué de façon significative à ce succès. On va continuer avec le concours de la chanson d'outre-mer. Vous savez que c'est un concours qui avait été organisé par le ministère de la Culture, le ministère des Outre-mer et la SACEM. Et c'était sous la proposition de Jacques Dieval. Je ne sais pas si vous avez connu Jacques Dieval. Il y avait une émission. Voilà, qui était marié à une fille Sarkis de Guadeloupe, la famille de Henri Debs. Et Jacques Dieval, c'était un grand pianiste de jazz. Ouais. Sensibilisé par son épouse à notre culture, il avait profité de son aura, et puis il était membre du conseil d'administration de la SACEM, pour proposer ce concours de la chanson d'outre-mer. Ce concours, à l'issue duquel Jocelyne Béroir avait remporté, si je puis dire, le prix pour concerto pour la fleur et l'oiseau. Alors, on va écouter, mais juste avant, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand Marius était là, moi j'étais à la SACEM, nous étions du côté de la BNP à cette époque, et mon directeur, qui s'appelait Guy Siro, qui était très bien avec Marius, il a dit « Marius, tu devrais participer à ce concours. » Marius, pas t'en laisse ça, quoi. Et Marius a composé « Concerto pour la fleur et l'oiseau ». Et quand cette chanson a été choisie, enfin, Marius qui a choisi l'interprète, Jocelyne Béroir, quand la manifestation devait avoir lieu, la représentation de la chanson, il avait été indiqué que le compositeur ne participe pas, si vous voulez, au jeu, à la prestation de présentation. C'était un grand orchestre. C'est pour ça qu'on a demandé à Marius d'envoyer les partitions. Et Marius était choqué. Nous aussi, on avait du mal à comprendre. Parce qu'on ne comprenait pas comment c'est-il que Marius ne se déplacerait pas pour aller jouer son morceau. Mais le concours était ainsi conçu. Il fallait envoyer la partition et c'est un grand orchestre qui interprétait. Donc, on a fait des pieds et des mains et Marius n'est pas allé. Il n'en demeure pas moins que Jocelyne Béroir a gagné ce concours. Et on va donc écouter la version qui a été reprise par Malavoie de cette chanson. C'est une merveilleuse chanson, Concerto pour la fleur et l'oiseau. Si bon Dieu était tout n'est moins en fait, monter que monter, changer mon petit oiseau. Les souhaits, les matins, t'es que fini. Monter que content, ouais, tout talent, tout moins. Si bon Dieu était tout n'est moins en fait, monter que monter, changer mon petit oiseau. Les souhaits, les matins, t'es que fini. Monter que content, ouais, tout talent, tout moins. Nathalie, Ishmael, écoutez ça, pareil, qu'a dit, la vie a pas drôle, pas foncé trop vite, ni plein bagaille.
Thalys, c'est une chanson qui a été exécutée, enregistrée par Maurice Cultier, mais c'est une chanson qui a été composée par Solange Gonzalez et Henri Guédon. Ouais. Il me semble que ce sont les deux qui ont signé ça. Un petit clin d'œil à Winston Berkeley qui a participé aussi et qui me racontait les circonstances dans lesquelles... Mais c'est vrai que Marius et puis la voix de Raftamar, c'est ça qui a propagé cette chanson et qui lui a donné effectivement une pérennité. Absolument. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc Marius, effectivement, c'est le père du piano créole. Hein? Tous les Mario Canonge, Ronald Tulle, Mayer Bourroin, mais beaucoup d'autres, hein? Thierry Vaton. Il n'y en a pas un qui n'a pas étudié Marius. Il n'y en a pas un qui soit passé à côté de Marius. Ouais. Xavier Belin, tous ces jeunes-là aujourd'hui qui garantissent, si vous voulez, le renouvellement de Jackie Bernard, Paulo Rosine, tout ça, c'est Marius. Et ce n'est pas étonnant. Martinique, c'est une terre de pianistes. Je pense que parce que Marius a donné peut-être une empreinte qui est suffisamment forte. Alors, j'aimerais ajouter, si vous permettez, que jusqu'à Marius, on jouait de la musique avec des accords simples. C'est-à-dire ce qu'on appelle des accords majeurs ou des accords mineurs. Quand Marius est sorti du Canada, Marius jouait des accords septièmes, avec des septièmes, des accords neuvièmes, ce qu'on appelle des accords diminués, des accords, vous voyez, des accords qui sont... Il a développé, si vous voulez, l'appréhension harmonique qui a permis d'enrichir la musique. Et Marius s'est ouvert sur le monde. Et c'est là où on dit que le jazz aussi a intégré les formes d'expression de chez nous. Mais voilà. Et Marius, encore une fois, c'est une référence qui est inoubliable. On me dit dans l'oreillette qu'on ne pourra pas lancer l'hommage. Donc le micro-trottoir avec les gens qui... C'est dommage. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. On me dit de saluer chaudement, de vous saluer chaudement, ce que je fais. C'était pas la peine de me le dire, je le fais de moi-même. Christian, c'était bien. Daniel, c'était très bien. Serge, c'était magnifique. Oh. Magnifique. Les téléspectateurs, mais je vous aime quand vous êtes là avec nous chaque semaine. Vous nous encouragez par vos propos, par vos commentaires, par vos regards complices que nous nous trouvons dans les lieux publics, à continuer et puis à pratiquer le juste, le bien, le beau, le vrai, dans la radio. Le nom de ta radio? Radio Nous. Radio Nous. Daniel, dans toutes ses œuvres un peu plus carrées, plus sophistiquées, notamment sur le problème de l'indivision des propriétés. Christian, maintenant, sur la comptabilité de Vegan Jazz. Et puis moi qui essaie de vous accueillir chaque semaine. On va quand même finir en musique et je vous salue. À la semaine prochaine. Marie monte mon caille, pour moi ça fait moins.